Premier déposant de brevets au monde, premier acheteur de robots industriels, premier marché du luxe, premier marché automobile. Même si la croissance chinoise ralentit, 7,5% selon le FMI pour 2014-2015, la Chine demeure le pays des superlatifs. Quel que soit le secteur d'activité, une présence sur ce vaste marché reste incontournable. Plus de 1500 sociétés françaises sont établies en Chine, dont près de 300 de la région Rhône-Alpes. Rhône-Alpes qui entretient une relation très étroite avec Shanghai. D'ailleurs, le président de région, Jean-Jacques Keiran, était à Shanghai encore il y a quelques semaines à peine de cela. Alors Pékin, Shanghai, Wuhan, Hong Kong, Chengdu, quelle est la meilleure porte d'entrée sur le marché chinois? Où sont les opportunités? Comment identifier et réduire les risques? Faut-il s'associer avec un partenaire chinois? Comment protéger ses droits, trouver les ressources humaines adéquates, développer son guangxi? Bref, quelles sont les stratégies gagnantes pour s'ancrer durablement sur le marché chinois? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'avoir 5 experts du marché à mes côtés. Donc, je vous présente Sylvie Descombes. Bonjour. Bonjour Sylvie, directrice commerciale des Vins Descombes, donc vous allez vous envoler dans quelques heures pour Shanghai. Exactement. Vous allez célébrer le Beaujolais nouveau. Voilà, vous nous parlerez justement du marché du vin en Chine et de vos activités trépidantes d'entrepreneurs sur place. Avec plaisir. Isabelle Bailly. Bonjour. Bonjour Isabelle, PDG de SNEFI, de Société d'accompagnement à l'international, spécialisée dans le management de projets industriels. Vous nous parlerez plus particulièrement du marché automobile chinois et de ses opportunités pour la filière sous-traitante. Le marché automobile chinois, comme vous l'avez dit, le premier marché au monde. Premier marché au monde. Et l'année prochaine, le premier marché au monde en termes de véhicules de luxe. Véhicules de luxe, voilà, vous nous expliquerez un petit peu tout ça dans le détail. Frédéric Genoux, directeur financier d'Actini, une belle PME de la région Rhône-Alpes, d'Évian, leader mondial sur les équipements de pasteurisation liquide. Vous nous expliquerez comment votre implantation chinoise a été vertueuse pour la société en France, avec à la clé des créations d'emplois et maintien d'activité, développement d'activité même, puisque je crois que vous avez doublé vos activités. Tout à fait. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Éric Jean-Thomas, avocat, cabinet Thomas Mayer Associés. Vous venez directement de Hong Kong. Je suis ravi de vous avoir à nos côtés. Vous nous parlerez de l'intérêt de Hong Kong comme plateforme d'exportation vers la Chine, et puis peut-être aussi de l'impact ou non de la révolution des parapluies sur le business. Vous nous direz ça tout à l'heure. Et enfin, dernier invité, Philippe Champemont, donc bonjour. Directeur général adjoint de Airail Chine. Airail Chine, actualité très chargée de ces dernières semaines. Voilà, vous nous parlerez de votre rôle d'accompagnement des entreprises sur le marché chinois. Je vais commencer par vous. Donc, grosse actualité, puisque vous aviez, il y a encore quelques semaines de cela, vous avez reçu Laurent Fabius, et une lettre d'intention a même été signée entre UbiFrance, les chambres françaises et Airail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça? Alors très bien, avec plaisir. Tout d'abord, si vous permettez, Sylvain, je vais présenter en quelques mots Airail et Airail Chine. Pas, oui. Donc Airail Chine, nous sommes implantés en Chine depuis 1991 grâce en fait aux coopérations de la région Rhône-Alpes initiées donc par Alain Mérieux en 1986. Donc une implantation en Chine à Shanghai depuis 1991, donc depuis plus de 20 ans. Nous sommes 25 personnes en Chine, nous sommes le plus gros bureau d'Airail dans le monde, avec un bureau à Shanghai, un à Pékin, Shenzhen. Et notre métier, c'est donc l'accompagnement, le conseil aux entreprises PME, TPE, ETI françaises régionales pour leur développement en Chine. Voilà. En effet, grosse actualité. Ces dernières semaines, nous avons reçu donc sur l'espace Rhône-Alpes de Shanghai, donc la délégation menée par Jean-Jacques Keiran, avec la présence du ministre donc Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, l'inauguration donc de la Maison de la France à Shanghai. Alors on parle désormais de Maison de la France. Tout à fait. Donc concrètement, ça change quoi pour vous et pour les entreprises? Alors
En fait, si vous voulez, c'est une lettre d'intention qui a été signée entre la Chambre de commerce, UbiFrance et Rail pour clarifier l'accompagnement donc, des entreprises françaises sur leur développement en Chine. L'objectif est de faire gagner 1 an pour l'implantation de ces autres entreprises françaises en Chine et de présenter une offre plus claire pour ces entreprises. Voilà, donc un socle de services intégré entre les 3 opérateurs économiques, UbiFrance et Rail et la Chambre de commerce et de l'industrie française. Socle de services qui sera également ouvert aux opérateurs privés pour également accompagner et participer à l'accompagnement au conseil de ces entreprises et de leur développement sur le marché chinois. Cette offre s'appuiera sur ce qu'on appelle aujourd'hui les maisons de la France, des plateformes physiques. La première à Shanghai, avec donc l'espace Rhône-Alpes, qui travaillera en lien étroit avec le Business Center de la Chambre de commerce. Et à Pékin, une nouvelle plateforme à l'initiative donc, de la Chambre de commerce et de l'industrie française à Pékin. Voilà. Pouvez-vous nous rappeler la présence économique de Rhône-Alpes, des entreprises de Rhône-Alpes en Chine? Alors, tout d'abord, juste pour continuer, il est important en fait de mentionner, de rappeler en fait les mots de Laurent Fabius, de notre ministre, concernant donc le travail exemplaire en fait de la région Rhône-Alpes et de l'ERAI donc sur le développement, donc le développement et l'accompagnement des entreprises en Chine. Et Laurent Fabius qui a donné donc sa bénédiction pour que toutes les entreprises françaises profitent de cet espace, de cette plateforme qui aujourd'hui est à la disposition de toutes les entreprises. Quelle que soit leur origine géographique. Quelle que soit leur origine géographique, voilà, tout à fait. Ça, c'est la nouveauté. Hein. Tout à fait. Voilà. La présence économique La présence économique de Rhône-Alpes en Chine. Alors, pour vous donner le contexte français, on compte à peu près environ 2000 entreprises françaises implantées en Chine, principalement sur la côte Est. En ce qui concerne la présence rhône-alpine, aujourd'hui, nous avons recensé dans cet annuaire des entreprises de la région Rhône-Alpes implantées en Chine, donc ouvrage réalisé par ERAI, nous avons recensé 168 entreprises de la région Rhône-Alpes implantées en Chine, dont 156 entreprises implantées dans la région de Shanghai. Voilà. Quel est le taux d'occupation aujourd'hui du pavillon? Vous avez encore de la place concrètement pour accueillir des entreprises? Alors, taux d'occupation aujourd'hui à 90%. Nous étudions aujourd'hui des pistes d'optimisation de l'espace Rhône-Alpes et d'agrandissement de la capacité d'accueil pour pouvoir accueillir plus d'entreprises. Il faut savoir que les entreprises dans notre incubateur aujourd'hui, l'incubateur de Shanghai, parce que nous en avons d'autres ailleurs, à Pékin et à Shenzhen par exemple, nous accueillons aujourd'hui dans cet incubateur à Shanghai 30 entreprises, 40 personnes sur différents secteurs d'activité. Donc différents secteurs, différentes industries. Ces entreprises réalisent, donc sur les entreprises sondées, plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ce sont des entreprises qui restent dans l'incubateur sur une période en moyenne d'environ 2 à 3 ans. Pour certaines, c'est plus court. Pour d'autres, c'est plus long. Tout dépend de leur stratégie de développement sur le marché. Voilà. Après, elles volent de leurs propres ailes sur Tout à fait, c'est le but. De filiales. C'est le but. L'incubateur en fait permet à une entreprise d'avoir une première représentation légère en Chine. Donc, vous savez que le marché est complexe, l'accès au marché est complexe. La création d'une structure est longue. Il faut environ 4 à 6 mois pour créer une filiale commerciale, un capital social, un coût de création. Donc, c'est des démarches qui ne correspondent pas forcément à toute entreprise. Voilà, ça va dépendre de la taille, de la stratégie, du chiffre d'affaires généré par ce marché. Donc l'implantis, c'est la formule légère qui permet de porter le salarié, le représentant de l'entreprise, de le domicilier dans un bureau tout équipé et nous proposons également un encadrement, un coaching du représentant de l'entreprise en fonction de son profil pour maximiser les chances de réussite, de développement de ce projet. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le potentiel et les principales opportunités du moment dans la région de Shanghai, par exemple? Pourquoi Shanghai pour une PME, tout simplement? Alors, pourquoi Shanghai? Parce que Shanghai, si vous voulez, c'est la vitrine économique de la Chine.
24 millions de personnes aujourd'hui, donc 2% de la population chinoise, c'est 4% du PIB de la Chine. C'est un hub logistique très important, hein, donc, avec donc, présence sur la mer. Donc c'est le port de Yangshan d'ailleurs est le premier port de Chine. Donc c'est un hub également aéroportuaire. Donc, je disais tout à l'heure 23 millions de personnes, donc 24 millions de personnes, l'équivalent de la population australienne, pour vous donner une image. Sans compter toutes les grandes villes aux alentours de... Alors, tout à fait, voilà. Donc, déjà, la ville en elle-même, c'est un marché, mais vous avez à proximité d'autres villes de plusieurs millions d'habitants à une demi-heure. Vous avez des villes comme Suzhou, Hangzhou, Nanjing, qui sont également, qui représentent plusieurs millions d'habitants. Donc, rien que ça, c'est déjà un marché très important. Voilà. Et puis ensuite, il y a énormément d'autres raisons. Je pense qu'on pourra en discuter longtemps. Tout à l'heure. Voilà, comme c'est également un hub pour la santé, tout ce qui est enseignement supérieur également. Il y a une free trade zone aussi qui est en train de... La free trade zone de Shanghai qui permet également donc, des conditions d'implantation eh bien, avec plus des courtes, facilités avec des administratives, facilités, un guichet unique, donc des procédures administratives raccourcies. Notamment pour le dédouanement, des choses comme ça. Tout à fait, donc le dédouanement, bon, avec le même système que la zone franche, une ouverture, des flexibilités sur plusieurs secteurs industriels, une flexibilité par rapport à la convertibilité du renminbi. Voilà, beaucoup d'avantages qui permettent de positionner la ville de Shanghai et sa région comme un lieu stratégique pour l'implantation des entreprises en Chine. Il faut savoir également, dernier point, que Shanghai attire aujourd'hui un tiers des investisseurs étrangers en Chine et attire les principaux investissements français en Chine. Donc c'est le premier récipiendaire d'investissement français en Chine. Merci Philippe Champon pour cette présentation. Sylvie Descombes. Oui. Négociant, éleveur en vin, la Maison Descombes, bien connue, une maison séculaire de Saint-Étienne-des-Ouyères, c'est ça? Oui. Pas très loin d'ici. 4e génération. Le Beaujolais nouveau est un événement au Japon, ça on le sait. Oui. Qu'en est-il pour la Chine? Alors, on ne peut pas comparer ces deux événements parce que le marché au Japon est un marché mature, alors que ce n'est pas du tout le cas en Chine. Par contre, je suis une fervente supporter du Beaujolais et notamment du Beaujolais primeur, et je suis persuadée qu'en continuant à communiquer comme on le fait jusqu'à présent, le Beaujolais nouveau a des beaux jours devant lui. Alors justement, on est en plein dans l'actualité puisque vous prenez votre avion dans quelques heures Oui. pour Shanghai. Justement, comment vous allez faire la promotion du Beaujolais primeur? Alors déjà, nous allons assurer une soirée dans notre showroom avec nos principaux clients et partenaires. Nous serons partenaires de la soirée Erail juste après. Voilà, nous assistons à différents événements où nous assurons la promotion du Beaujolais, où nous le faisons déguster. Nous faisons également beaucoup de formations parce que les Chinois sont très demandeurs. Ils dégustent le vin plus parce qu'il est français que par connaissance, donc ils ont envie d'apprendre. D'accord. Racontez-nous un petit peu l'aventure des vins Descombes en Chine. Alors l'aventure, elle a commencé en 2005. Mon mari et moi, nous nous sommes déplacés en Chine. En rentrant, nous avions beaucoup d'incertitudes, mais quelques certitudes. La première, on a aimé le pays. Il fallait donc, on a eu envie de tenter l'aventure. On a très vite compris que c'était une aventure économique, bien sûr, mais également humaine, avec la différence de culture. Et la dernière certitude, c'est qu'il fallait investir, mais seul. Voilà. Alors justement, votre investissement, quelles ont été les principales étapes? Et vous avez évoqué un showroom. Alors, avant la création, avant le showroom, nous avons commencé par chercher des partenaires. Nous nous sommes fait accompagner donc, à Shanghai par une société chinoise gérée par un Français. Et nous avons en France recruté une Chinoise. Donc à partir de là, nous avons voulu créer une société à capitaux 100% étrangers, une WOFI. Ensuite, nous avons cherché un local, un magasin, parce que vous avez beau arriver en Chine avec du vin, si vous n'êtes pas crédible, vous avez peu de chances de réussir. Donc la crédibilité passait pour nous par la création d'un showroom, d'un magasin avec nos vins. Et ensuite, on a créé l'équipe. Et donc en 2007, on a ouvert notre magasin avec nos vins et pas un client. D'accord. Le showroom, il se trouve où?
Il se trouve en centre-ville. Alors quand on dit centre-ville pour Shanghai, c'est un peu particulier, mais il se trouve dans une rue commerçante d'Agoulou où il y a beaucoup de commerces, de restaurants et d'autres négociants en vin. D'accord. Quel est votre schéma économique finalement? Vous avez créé, vous avez une licence de distribution, d'importation? Nous avons voulu être complètement autonomes. Donc on a obtenu, après la création de la société La Woufi, on a obtenu toutes les licences d'importation, mais également l'autorisation de vendre le vin à des professionnels, à des particuliers et même le vin au verre. L'obtention de la licence, c'est un processus qui est long. Qui est long et qui est très compliqué. Je voudrais faire court parce que je ne voudrais pas lasser le public, mais on est passé par des phases de désespoir. La grande chance que nous avons eue, c'est que nous étions deux, mon mari et moi. Et le jour où il était démoralisé, moi je gardais le moral et vice-versa. Et quand vous dites on a tout fait tout seul, là on est bien obligé de se faire accompagner par des avocats, par des juristes, non? Oui, comment ça se passe? Bien sûr, on a fait appel à un avocat, mais là, pour le coup, nous étions une petite société avec des moyens financiers limités. Et notre objectif, c'était vraiment de nous intégrer dans le pays. Et on a fait appel à un avocat chinois. D'accord. Une licence d'importation, c'est cher, ça coûte quoi? Non, ce qui était le plus cher, c'est la création de la société, la Woufi, environ 200 000 €. Après, la licence, c'est quelques frais, mais c'est surtout de longues démarches administratives. Parlez-nous un petit peu du marché du vin. Est-ce qu'il a évolué ces dernières années, le marché chinois? Oui, le marché a beaucoup évolué parce que quand nous sommes arrivés en Chine, c'était essentiellement les vins de Bordeaux qui étaient connus et les vins chers, qui passaient ou non par Hong Kong. Il y a eu un changement au niveau des politiques et une loi anticorruption qui a été mise en place. L'année dernière? L'année dernière. Alors, on ne peut être à titre personnel que d'accord avec cette loi. Ceci dit, elle a eu une influence très négative sur le volume. Tous les vins chers sont encore en stock en Chine. Nous avons la chance d'avoir une offre différenciée avec des vins moyenne de gamme. Donc c'est peut-être une opportunité pour des vins comme le Beaujolais, par exemple? Exactement. À terme, je suis persuadée que c'est une opportunité. Je reste très optimiste, même si je ne vous le cache pas, aujourd'hui, nous vivons des moments un petit peu difficiles. Comment on éduque le consommateur chinois à des vins finalement qu'il ne connaît pas? Est-ce qu'il est habitué à des grands crus? Oui, alors pour le vin, c'est très facile parce que le Chinois, il déguste du vin français pour vivre à l'occidental, à l'image de la France. Donc, au départ, peu importe le goût du vin, nous, on a toujours misé sur la qualité. Et je pense que l'implication d'un couple de personnes négociants-éleveurs dans le Beaujolais, Vin des Combes, avec notre nom, je pense que ça a de la crédibilité et qu'on a marqué des points par rapport à des concurrents dont ils n'ont jamais vu les patrons sur place. On s'est vraiment beaucoup impliqué et les Chinois sont très demandeurs. Ils apprennent vite, donc on assure beaucoup de formations, de soirées privées où on les initie à la dégustation. Voilà. Aujourd'hui, votre investissement en Chine est-il rentable? Alors, chaque vin que nous vendons en Chine, on gagne de l'argent. Maintenant, nous avons fait quelques erreurs avec un développement que nous avons voulu trop rapide. Donc, on a perdu un petit peu d'argent, notamment avec la volonté de s'implanter à Pékin. Mais oui, nous avons une société qui est actuellement positive sur le plan du chiffre d'affaires et de la finance. Quels sont vos objectifs pour 2015 et les années futures? Eh bien, c'est d'assurer ce tournant au niveau des vins et des Chinois. On va s'adresser à une clientèle qui ne veut pas acheter que des grands Bordeaux ou de Château Lafite, mais qui a vraiment envie de découvrir de bons vins. D'accord, on suivra vos aventures de Vin des Combes en Chine avec attention. Isabelle Bailly, donc directrice générale de la société SNESI, vous êtes également conseiller du commerce extérieur de la France. Parlez-nous un petit peu de vos activités, et plus particulièrement sur la Chine. D'accord. Tout d'abord, je vais présenter un peu ce que fait SNESI. Oui, exactement. Donc, profitez-en. A été créé au début des années 50 dans le développement à l'international. Donc, nous avons toujours été à l'international depuis plus de 50 ans en tant que spécialiste de l'ingénierie commerciale et du management de projet à l'international. Au début des années 2000, nous avons décidé de nous développer vers l'Asie. Donc, nous avons d'abord commencé par le Japon, puis la Corée, la Chine. Nous avons fait notre premier investissement en Asie, en Corée, où nous avons eu notre première filiale, étant fortement spécialisé dans l'industrie automobile. C'était un pays à notre taille et donc qui nous convenait. Et ayant eu du succès en Corée, nous avons donc décidé de nous implanter par nous-mêmes en 2011 en Chine.
D'abord à À Hong quel Kong. endroit? À Hong Kong? À Hong Kong, où c'est donc notre holding Asie. Ça va faire plaisir à Eric Jean-Thomas. Qui pilote la Corée et aussi implanté à Shanghai. Pourquoi ce choix de Hong Kong comme finalement, si j'ai bien compris, vous avez installé votre holding à Hong Kong pour piloter vos activités en Asie? Exact. Pourquoi ce choix? C'est une question en termes de flux financiers. Il est beaucoup plus simple d'être basé à Hong Kong. D'autre part, nous avons une WOFI comme madame. Donc, et en termes d'investissement à faire, il est beaucoup plus onéreux d'avoir une trading company en Chine. Donc, notre filiale de Hong Kong est de la trading company et la WOFI est la société de conseil en Chine. D'accord. Bon, Eric Jean, vous nous expliquerez tout ça dans le détail. Et puis Je compte pour sur une vous question, tout à l'heure. quand même pour une question fiscale et de taxes, il vaut Eh oui, mieux être à Hong eh Kong. oui, forcément. On est d'accord. Parlez-nous aussi du... Alors, le marché automobile chinois, on l'a dit, premier marché mondial. Est-ce que vous pouvez nous présenter les principaux acteurs? Donc, premier marché automobile mondial, plus de 20 millions de véhicules produits, une croissance de 8% par an. Donc, un peu moins importante que les années précédentes, mais toujours quand même fantastique. Quand on voit qu'en Europe, on est autour de 2 ou 3%. Donc, c'est 10 fois le marché français, pour faire simple. Oui, c'est 10 fois le marché français, même un peu plus. En termes de production automobile locale, tous les grands acteurs sont présents, que ce soit les Américains, les Japonais, les Allemands, les Coréens, tout le monde. Donc, il y a plus de 50 marques automobiles. La première fois que j'ai été au salon de l'automobile à Shanghai, ça devait être en 2006. J'ai vu plein de marques automobiles, puisqu'il y a plus de 50 marques différentes que je ne connaissais pas. Je me suis dit, tiens, j'apprends l'automobile. Ça me faisait rajeunir, j'étais contente. Mais en dehors de cela, donc, il y a 5 grands acteurs qui dominent le marché. Donc, ce sont des grandes sociétés d'État qui ont des filiales avec tous les grands constructeurs automobiles. Donc la première grande société d'État, c'est SAIC. Elle produit plus de 5,5 millions de véhicules. Donc 5,5 millions de véhicules, c'est près du double de ce que produit PSA. Et elle produit pour Volkswagen, elle produit pour Honda, elle produit pour tout le monde. Un autre grand acteur, c'est Dongfeng. Le deuxième est Dongfeng, avec 4 millions de véhicules produits. Entrée au capital donc de PSA, comment c'est? Entrée au capital de PSA, qui a créé l'année dernière une joint venture avec Renault, qui produit aussi pour Nissan, qui produit pour Kia. Le troisième, c'est FAW, de nouveau une autre joint venture de Volkswagen, qui produit pour 3,5 millions. Donc les 5 plus grands acteurs produisent à peu près 15 millions de véhicules. Et après, vous avez donc les purs players chinois qui, eux, sont en perte de vitesse, puisque, comme je vous l'ai dit au départ, c'est le marché du premium, donc du haut de gamme, qui se développe fortement en Chine. Alors vous, justement, votre métier, c'est d'accompagner les acteurs de la filière de la sous-traitance, et peut-être même des équipementiers, je ne sais pas, pour travailler avec les grands constructeurs. Comment une PME peut-elle approcher finalement ces constructeurs, alors qu'ils soient chinois ou étrangers en Chine? Mais il faut d'abord avoir financièrement, être prêt à investir. Comme toujours, c'est la première des choses, avoir une stratégie bien claire, bien définie, être prêt à y aller pour quelques années. Comme a dit madame, oui. Vous ne gagnez pas tout de suite. Là, on est sur des cycles assez longs quand même. On est sur des cycles plus longs, 3 ans, 5 ans. Avoir commencé à être rentable au bout de 3 ans, c'est déjà un exploit, c'est ce que nous avons réussi. Ensuite, c'est si possible d'accompagner un de vos grands clients, un de vos grands donneurs d'ordre, ça c'est l'idéal. Nous, ce n'était pas le cas, donc nous nous sommes implantés à Shanghai, parce que comme l'a dit monsieur, c'est quand même le cœur de l'industrie, le cœur de l'automobile. C'était donc plus simple. Mais aujourd'hui... Est-ce qu'il y a d'autres lieux de localisation? Justement, on en parlait en introduction, Shanghai, Wuhan, voire Chengdu. Il y a eu une mission il n'y a pas très longtemps. Wuhan, avec l'ensemble des constructeurs et des joint ventures qui existent, je pourrais dire que c'est le détroit de l'automobile en Chine. Donc c'est vraiment le cœur où il faut être. Donc si vous cherchez, parce que pour vous développer, il faut avoir, après les ressources financières, il faut les ressources humaines.
Donc il y a d'excellentes écoles, comme vous l'avez dit, à Shanghai, mais il faut trouver des compétences et ça c'est assez compliqué, les ressources humaines en Chine. Il y a un fort turnover. Ouais. Il faut savoir regarder les coûts équipes. salariaux ont augmenté, chacun le sait. Ben, les managers, problématique aussi, de trouver des bons managers. Le coût d'un manager est à peu près le même coût qu'en Europe. Il n'y a pas d'écart. C'est plus dans le coût ouvrier où il y a un écart, mais les managers, le marché est dans une telle croissance que donc il y a un turnover, mais en plus il y a une forte demande et une évolution salariale rapide tous les ans. Est-ce qu'il y a des technologies particulières aujourd'hui qui sont recherchées et que les Français peuvent apporter au marché? On sait que la Chine vient de signer un accord présenté comme historique sur les émissions de CO2 avec les États-Unis. Au niveau des constructeurs, est-ce qu'il y a certaines technologies clés? Oui, Renault, donc, quand il a signé sa joint venture, il s'est engagé à produire des véhicules électriques en Chine, puisqu'il y a un fort niveau de pollution et donc le gouvernement chinois est très sensible à la réduction des émissions de CO2. Donc tout ce qui est lié aux nouvelles technologies dans tous les domaines qui puissent améliorer le mieux vivre en ville, je dirais, est intéressant, pas seulement dans l'automobile, mais aussi dans l'environnement de la ville. Dans la ville intelligente, donc aussi le recyclage, le traitement des déchets. Et les constructeurs automobiles chinois n'étant pas les premiers dans le véhicule électrique, sont fortement intéressés par tout ce qui est pile à combustible. Ouais. Donc nous sommes assez forts dans ce domaine en termes de réflexion. Il faudrait qu'on passe en industrialisation de la pile à combustible. D'accord. Le marché de l'automobile, on sait que c'est un marché très, très globalisé. Est-ce qu'il y a de nouvelles opportunités qui se créent, puisqu'on sait que les acteurs chinois de plus en plus s'internationalisent, veulent exporter? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une carte à jouer là aussi pour les entreprises françaises? Dans le cadre du plan gouvernemental quinquennal qui a été défini, donc le gouvernement, un conseil pousse fortement les entreprises à s'internationaliser. Donc les Chinois sont un peu comme nous, nous on a un peu peur de la Chine et eux ils ont peur de l'Europe. Ils ont peur de certaines de nos contraintes. Donc ils sont à la recherche de bons partenaires aussi. Ils sont donc à la recherche de bons partenaires. Ils se rendent bien compte que l'écart culturel est fort. Il est fort pour nous, mais il est aussi fort pour eux. Il faut voir que ce que l'on ressent, ils ressentent la même chose. Donc ils sont poussés à s'implanter à l'international. Donc il y a de vrais challenges à entreprendre pour faire des partenariats avec eux pour des entreprises industrielles. D'accord. Ben, merci Isabelle Bailly pour cette précision sur le marché. Merci. Éric Jean-Thomas, alors vous venez directement de Hong Kong pour Classe Export, donc déjà on vous en remercie. Vous êtes installé depuis une vingtaine d'années donc, à Hong Kong, vous êtes l'un des principaux cabinets franco-hongkongais sur la place. Et vous avez déjà travaillé avec des entreprises de Rhône-Alpes et non des moindres, puisque je crois savoir que votre premier client il y a une quinzaine d'années était un certain Olivier Ginon. Oui, c'est vrai. Racontez-nous ça. Oh, c'était un de nos clients dans les années 97, je crois 98. Nous les avons implantés en Chine. Ils ont commencé par une joint venture sur Hong Kong avec un opérateur hongkongais. Et à partir de là, ils se sont développés sur la Chine. Ils ont été assez rapides puisque l'année suivante, qui a suivi leur installation, ils ont été retenus pour organiser une partie des festivités de la rétrocession de Macao à la Chine. Donc ça a été assez rapide, effectivement. Donc vous connaissez bien, finalement, la région Rhône-Alpes? Pas mal, oui, merci. Deux mots sur vos activités. Vous avez, je crois, une trentaine de collaborateurs à Hong Kong et à Paris. Oui, à peu près, oui, c'est ça. Et à Paris, nous avons un cabinet aussi. Je crois qu'on est un des principaux cabinets d'avocats français en Asie. Et peut-être un des plus anciens, puisque ça va faire 20 ans l'année prochaine qu'on est installé. Et on travaille essentiellement, disons que 60% de notre clientèle est constituée de sociétés qui cherchent à s'implanter essentiellement sur la Chine. 20% peut-être est en train de chercher à s'implanter sur le sud-est proche de Hong Kong, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Vietnam. Et on a peut-être 10%, ce chiffre pourcentage est en train de croître,
de Chinois qui sont en train d'arriver, d'investir de plus en plus sur la France, sur l'Europe. D'accord. Alors, une question me brûle les lèvres, celle que tout le monde attend. La révolution des parapluies. Alors, quel est l'impact? Est-ce qu'il y a un impact ou pas sur le business, ou alors est-ce que c'est business as usual? Oui, c'est un peu business as usual. Ce qui se passe, c'est que je vois les derniers chiffres de croissance de Hong Kong sont parus il y a quelques jours. On est quoi, à 2-3%, c'est ça? Alors oui, exactement 2,7% pour le troisième trimestre, mais il prévoit de perdre peut-être un demi-point de croissance au dernier trimestre. Enfin, on ne sait pas très bien. Alors, c'est vrai que c'est peut-être les commerces de proximité qui ont plus été touchés. Il y a eu quelques négociations en cours avec certaines grosses entreprises chinoises entre les bourses de Shanghai et les bourses de Hong Kong qui ont été un peu repoussées. Mais bon, en principe, d'après les bruits de couloir, les rumeurs, tout devrait rentrer dans l'ordre cette semaine. D'accord. Alors pour comprendre Hong Kong, il y a une expression qu'il faut qu'on détaille, que vous allez nous détailler. One country, two systems. Expliquez-nous un petit peu ce dont il s'agit. Oui, ça c'est important. C'est-à-dire que Hong Kong s'est développé comme une colonie britannique et particulièrement libérale. C'est un peu, je considère, le temple du libéralisme dans le monde. Beaucoup de choses, tout est possible. Alors en même temps, c'est assez bien et puis ça a beaucoup d'avantages et quelques inconvénients. Les inconvénients, c'est que c'est un peu une jungle quand même où tout est possible, où les gens ont tendance un peu à se marcher dessus au sens et au figuré. Très concurrentiel. C'est très concurrentiel. Et si vous trébuchez, il n'y aura personne pour venir vous tendre la main. Pour venir vous tendre la main. Et si vous tombez, on vous laissera où vous êtes. Donc ça, c'est un petit peu le côté obscur de Hong Kong, avec également des différences de revenus qui sont parmi les plus importants au monde. Entre les revenus très élevés des milliardaires et les gens qui continuent à travailler comme coulis, à porter des fardeaux dans la rue, il y en a quand même encore. Mais c'est vrai que le niveau moyen du hongkongais est quand même très proche et même parfois supérieur à celui de l'européen. Voilà. Donc, lorsque la rétrocession a eu lieu et que Hong Kong est retourné à la Chine se trouvait quand même avec une pépite, donc un pays extrêmement sophistiqué sur le plan des services, où progressivement la production a disparu, puisqu'aujourd'hui il doit y avoir 90% de PIB consiste en des services. Et donc, troisième place financière du monde aujourd'hui. On rappelle, c'est un micro-territoire, il y a 7 millions d'habitants. 7 millions d'habitants. Et les Chinois ont dit dans la loi fondamentale de Hong Kong, et ils ont aussi modifié leur constitution à cet égard en disant que Hong Kong garderait le système, on va dire, capitaliste, libéral, et que le socialisme chinois ne serait pas impliqué à Hong Kong pendant 50 ans au moins. Voilà, donc jusqu'en 2049, c'est ça, je crois? Oui, 50 ans après la rétrocession. Donc pas trop d'inquiétude à ce niveau-là, alors? Ah non, pas du tout, pas du tout. La constitution même chinoise a été modifiée. Ils ont même introduit une clause dans la constitution chinoise disant que le système capitaliste à Hong Kong n'était pas en contradiction avec les grands principes du socialisme chinois. Bon, nous voilà rassurés. Isabelle Bailly nous expliquait il y a quelques instants qu'elle avait créé une holding de droit hongkongais pour piloter toutes ces activités. Alors, est-ce que c'est un schéma classique, traditionnel? Oui. Et quel est l'intérêt de ce montage? Il y a de multiples intérêts. D'abord, les relations entre Hong Kong et la Chine sont extrêmement importantes. Et donc, si on veut monter une filiale en Chine, il vaut mieux le faire à partir de Hong Kong, puisque, par exemple, toute la documentation d'une société hongkongaise est déjà en chinois. Elle n'a pas besoin d'être traduite, elle sera remise aux autorités chinoises sans avoir besoin de procéder des traductions, des estampilles, des certifications par les ambassades, etc. Donc ça, c'est un petit aspect pratique. Mais surtout, il y a une grande fluidité des capitaux. C'est beaucoup plus facile d'avoir des relations financières entre Hong Kong et la Chine contre la Chine et la France. Les conditions fiscales, évidemment, sont très favorables. C'est une société... Allez, un mot justement sur les conditions fiscales, histoire de faire pleurer tous les entrepreneurs de France et de Navarre. Disons, la fiscalité est à 16,5% pour les sociétés qui paient l'impôt, mais lorsqu'une société est considérée comme offshore, c'est-à-dire qu'elle ne génère pas de chiffre d'affaires et de revenus à partir du territoire de Hong Kong, elle sera exemptée d'impôt. Elle ne paiera pas d'impôt, donc la position sera zéro.
Pas de TVA? Pas de TVA. Hong Kong, import franc? Oui, c'est une. Ah si, il y a des droits de douane, bien sûr. D'ailleurs, on parlait du vin tout à l'heure. Il y a 7 ans, les droits de douane sur le vin ont été supprimés. Ils sont restés sur l'alcool. Ça a explosé. Le commerce du vin a littéralement explosé. Beaucoup de vins sont importés vers la Chine à partir de Hong Kong. Mais il y a encore, bien sûr, des droits de douane. Cela dit, Hong Kong doit être aussi perçu comme une plateforme de transit, logistique très importante, une des plus importantes du monde. L'aéroport de Hong Kong est le premier aéroport en termes de fret aérien au monde. Donc voilà pourquoi Hong Kong aussi a un savoir-faire sur la Chine. On trouve les avocats, on trouve les experts comptables, on trouve les experts, on trouve les gens qui vont faire le contrôle qualité. Voilà. Alors Eric Jean, quand on parle Hong Kong, on se dit souvent, bah oui, c'est pour la finance, c'est pour les grands groupes, le CAC 40 et autres. Une PME, qu'est-ce qu'elle a à faire à Hong Kong? Est-ce qu'elle a sa place? Bien sûr. D'abord, il faut considérer Hong Kong de deux façons. Soit comme un marché, parce qu'on peut aussi s'implanter à Hong Kong pour y vendre ses propres produits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 22 millions de touristes chinois à haut revenu qui viennent à Hong Kong tous les ans. Il y en a plus de 50 millions d'étrangers. Donc, voilà. Et donc, si vous voulez vendre un produit et le faire voir, notamment pour la Chine, c'est excellent d'avoir une vitrine à Hong Kong parce que vous avez 22 millions de gros consommateurs chinois qui vont traverser Hong Kong tous les ans. Donc, c'est souvent très bien pour tester ces produits. Donc, on peut venir à Hong Kong pour vendre ses produits sur Hong Kong et on peut venir aussi à Hong Kong pour s'en servir comme d'une plateforme pour bénéficier d'avantages financiers, juridiques et aussi des accords commerciaux qui existent entre la Chine et Hong Kong qui font que la réexportation de produits ou l'achat de machines, par exemple, des taxes peuvent être exportées en franchise de douane sur la Chine. Exactement. Donc ça a beaucoup d'avantages, mais une PME, moi j'ai des tas d'exemples de clients, je veux dire 50% de notre clientèle sont des PME et des fois des très petites entreprises. D'accord. Écoutez, merci pour cette présentation. On va donner la parole à Frédéric Genoux. Merci d'être avec nous, Frédéric. Merci de votre invitation. Donc, directeur financier d'Actini, belle pépite d'Évian, de la région Rhône-Alpes. Et vous êtes donc conseiller du commerce extérieur également. Donc Actini, en 2 mots, 85 personnes, je parle sous vos contrôles, 15 millions de chiffre d'affaires, 95 à l'export, principalement vers l'Asie et dont la Chine. 95%. 95%. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous faites exactement et votre histoire avec la Chine? Alors Actini, c'est une société basée à Évian qui intervient dans le domaine de la stérilisation des liquides. Rien à voir avec l'eau d'Évian, parce que l'eau d'Évian est un liquide qui ne se stérilise pas, qui est parfait sous sa forme naturelle. Donc on est basé à Évian-les-Bains. On a pris un virage stratégique au début des années 2000 qui a impliqué le développement de 2 niches de marché, 2 applications. La première application, ce sont les lignes de transformation d'œufs de poule. Donc on s'adresse là aux producteurs d'œufs, aux gros producteurs d'œufs qui ont un minimum de 500 000 poules pondeuses. Alors je crois que la Chine est le premier marché mondial aussi pour les... Tout à fait. Alors j'y reviendrai sur la taille du marché chinois, effectivement. Donc on propose des process complets de transformation d'œufs, des usines clés en main, on va dire, des chaînes complètes de transformation. Si on prend l'exemple de l'Union européenne ou des pays d'Amérique du Nord, à peu près 35 à 40% des œufs ne sont pas commercialisés dans leur coquille. Donc les œufs sont commercialisés notamment pour les applications industrielles, cassés, pasteurisés, soit sous forme liquide, soit sous forme de poudre d'œuf, un petit peu comme peut l'être le lait. Donc ça, c'est la première application. La deuxième application qu'on a pris la décision qu'on a décidé de développer à partir du début des années 2000, ce sont des stérilisateurs d'effluents. En apparence, ça n'a rien à voir, mais techniquement, ça a à voir. Des stérilisateurs d'effluents potentiellement contaminés par des charges virales. Pour donner un exemple concret et local, c'est Actini qui a fourni le décontaminateur d'effluents du laboratoire de l'INSERM P4 de Lyon-Gerland. Et pour donner un exemple chinois, c'est également nous qui avons fourni le décontaminateur d'effluents du laboratoire P4 de Wuhan, qui a été fait dans le cadre d'une collaboration franco-chinoise. Donc ces machines, tout le temps, chauffent et refroidissent des liquides en continu. Donc voilà quelle est l'activité de l'entreprise. Alors, dans le cadre du déploiement de cette stratégie, nous avons commencé à nous intéresser de près à l'Asie, en réalité en 2004-2005, avec une première phase très très exploratoire qui a consisté pour nous à créer un bureau de représentation à Bangkok, à engager un expatrié qui
déjà intervenait en Asie depuis un certain nombre d'années et à regarder toute la zone. Donc toute la zone, ce n'est pas simplement la Chine, c'est l'Asie du Sud-Est, c'est pour nous l'Asie du Sud-Est, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, l'Australie, enfin bref. Donc ça ne nous a pas empêché pendant cette phase un peu exploratoire qui a duré 1 ou 2 ans de traiter déjà quelques premières affaires, mais ça nous a permis de mieux comprendre, analyser le marché. Voilà, le potentiel de marché de la zone. Et on s'est rendu compte très très vite de l'attractivité du marché chinois, notamment dans le domaine agroalimentaire. Et notamment, comme vous l'avez dit, parce que la Chine est le premier producteur d'œufs du monde, mais ça c'est un petit peu impensif, puisque quand on regarde les statistiques, à peu près quelle que soit l'activité, que ce soit la fabrication de vaccins, qui est un autre domaine qui nous intéresse, l'industrie automobile, la Chine est numéro 1 à peu près dans tout, ne serait-ce que compte tenu de sa population. Et donc, la Chine est le premier producteur d'œufs du monde, produit même 38% de la production mondiale. Et pour vous donner un travers statistique, la province chinoise qui produit le plus d'œufs en Chine produit l'équivalent de la production américaine. Et alors que dans les pays développés, on va dire les pays de l'Ouest, on transforme à peu près 35% des œufs, en Chine, c'est entre 0 et 1%. Donc potentiellement, un marché très très important qui a vite nécessité une implantation en Chine. Donc l'implantation, quelle année et sous quelle forme? Alors la première forme que ça a pris, on a recruté un commercial senior chinois en 2007 qui a été implanté dans le cadre d'une convention implantiste chez Erai à Shanghai, et ça a duré entre 2006 et 2008. Et à partir de 2008, on a eu besoin à la fois pour des raisons de développement commercial, pour construire un service après-vente local et pour construire un pôle d'ingénierie locale, de créer une filiale. Et donc on a créé également une WOFI. C'est peut-être pas tellement par hasard, hein, c'est simplement que généralement... La question du partenaire commercial chinois, le problème s'est évidemment posé. Alors, ma manière de voir les choses, qui n'est pas forcément représentative de tous les cas, hein, mais effectivement, on peut s'implanter soit sous la forme d'un bureau de représentation, soit sous la forme d'une WOFI, soit sous la forme d'une joint venture. Bon, il y a peut-être 2-3 autres formes juridiques qui peuvent exister, mais qui sont moins courantes. Le problème de la joint venture, c'est qu'il faut s'entendre avec un partenaire chinois sur le long terme. Et on sait qu'à la fois la manière de considérer les investissements à long terme, la manière de gérer les entreprises entre un Chinois et un Européen ou même un Américain, à mon avis c'est un petit peu pareil, vont être très très différentes. Et on note très souvent que les objectifs du partenaire chinois vont très vite diverger par rapport aux nôtres, et on a un pourcentage d'échec des joint ventures qui est relativement élevé à 3 à 5 ans. Néanmoins, quand vous êtes obligé de construire un outil de production local, vous pouvez ne pas avoir le choix. À la fois pour des raisons réglementaires, mais à la fois pour des raisons de niveau d'investissement. Si vous avez une usine de fabrication à implanter à Shanghai, sans partenaire chinois qui a un terrain, qui a une usine et qui éventuellement co-investit avec vous dans des... Bon, ce n'était pas notre cas. Vous ne produisez pas, là, vous faites du trading, c'est ça? Alors nous, on a une WOFI qui fait du trading, effectivement. Et le business model de départ a été d'abord de construire notre propre agent commercial. Et très vite, c'est devenu notre agent commercial pour toute l'Asie, puisque... je pense que sur les 2-3 dernières années, on a fait à peu près 40% de notre activité en Asie-Océanie, dont à peu près un quart de l'activité en Chine continentale. Et c'est à partir de Shanghai et à partir de la petite structure de 8-9 personnes que l'on a créé, dont 3 expatriés, que l'on peut rayonner dans toute l'Asie, mais notamment en Chine, qui reste aujourd'hui le premier marché de la zone. On associe souvent Chine et délocalisation, perte d'emploi en France. Vous, c'est l'exemple inverse. Ça a été même vertueux dans le cas d'Actini? Alors au niveau des chiffres, ça a été vertueux puisque l'entreprise entre 2008 et 2014 a doublé son effectif. Donc est passée d'une entreprise d'une 40aine de personnes à une entreprise d'un peu plus de 85 salariés à peu près. Alors qu'est-ce qu'on a créé comme emploi local? On a embauché 5 salariés chinois. Et donc on a créé, alors pas simplement pour être honnête, grâce au développement du marché asiatique ou du marché chinois, on a créé quand même 35 à 40 emplois en France. Donc ça corrobore un petit peu la position qui a été développée par les CCE, d'ailleurs par la commission parrainage des CCE, conseil au pouvoir public pardon, des CCE, qui est de dire c'est une vision un petit peu simpliste de penser que vous avez le bon exportateur et le méchant importateur. Donc on a essayé d'expliquer au pouvoir public que la vie n'était pas aussi simple et que peut-être fallait-il essayer d'aller voir un petit peu sur place ce qui se passait avant de mettre en avant ce genre de position. Votre financement, comment vous avez monté tout ça, ce projet?
En autofinancement, vous avez fait appel à des dispositifs de type assurance prospection COFAS, BPI Alors comme vous l'avez dit, le retour sur investissement, il est rarement immédiat en Asie, et notamment en Chine. Donc, une vision à long terme. Voilà, si je peux donner quelques chiffres, on a commencé à investir en 2006. Si on tirait une comptabilité analytique de l'opération, on a perdu de l'argent pendant 3 à 4 ans. On a perdu pour une PME comme la nôtre pas mal d'argent, puisqu'on a, on va dire, la pointe du déficit a dû se situer entre 1 million et 1 200 000 euros. Pour un chiffre d'affaires, rappelez-nous, d'Actini 15 millions d'euros. 15 millions, ouais. Et on a repassé le seuil de rentabilité en 2010, donc après 4-5 ans à peu près. Après, c'est allé assez vite par contre. Donc si on résume un petit peu, création de filiale 2008, aujourd'hui 2014, vous avez du recul. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment, des erreurs que vous pourriez éviter aujourd'hui ? Ouais, on aurait peut-être évité quelques erreurs, mais je veux quand même répondre sur la question du financement. Si vous permettez. Oui. On a utilisé les protocoles qui sont en place et les partenariats qui sont en place. Donc on a une assurance prospection de la COFAS qui a apporté à peu près en pointe 300 à 350 000 euros de ressources, ce qui était pas mal, qui a été remboursé en totalité puisque l'affaire est devenue rentable après 4 ou 5 ans. On a utilisé également des fonds de la BPI qui ont des fonds spécifiquement dédiés au développement des activités internationales. On a été soutenu par nos banques également. On a bénéficié. C'est le prêt-export par exemple, le voilà. BPI, voilà. On a été soutenu par nos banques qui ont fait des crédits moyen terme tout à fait classiques pour financer cette opération. Et on a également bénéficié par exemple du crédit d'impôt pour exposition de dépenses de prospection à l'étranger, dont on peut regretter avec 40 000 euros sur 2 ans que ce soit un petit peu faiblard. C'est-à-dire pourquoi encourage-t-on avec des fonds très importants, et c'est très bien, la recherche et le développement au travers du crédit d'impôt recherche, et pourquoi limiterait-on à 40 000 euros un crédit d'impôt pour le développement international? On peut raisonnablement se poser la question. Mais on en a bénéficié, et si on peut donner dans le domaine du financement un conseil aux gens qui veulent s'implanter en Asie, c'est de ne pas partir avec un trop petit costume en termes de capitalisation. Ça va prendre du temps. Si vous prévoyez que ça prend du temps, prévoyez que ça prenne encore un peu plus de temps. Et donc, financez-le au départ. D'accord. Il nous reste à peu près 7-8 minutes. Je vous ai préparé une petite liste de questions et qui vous permettra à chacun de répondre et d'ouvrir un petit peu le débat. La première, même si à certaines d'entre elles, on a partiellement répondu, mais c'est toujours bien de pouvoir indiquer des compléments. La Chine est-elle toujours un pays à bas coût? Qui veut répondre à cette première question? Isabelle Bailly. En termes, comme on vous l'a expliqué, au niveau des managers, ce n'est pas plus vraiment le cas. C'est pas vraiment le cas. Donc, en termes des salaires des ouvriers, c'est à bas coût. Donc, ça dépend tout à fait dans quel domaine vous êtes. Tout à fait. Alors, je confirme les propos de madame. Effectivement, au niveau de la masse salariale, elle ne cesse d'augmenter. Ils ont des lois qui les préservent et c'est plutôt bien, mais on doit faire avec. Et effectivement, on peut modérer ces propos avec les personnes qui, par exemple, qui travaillent à Shanghai, mais qui ne sont pas originaires de Shanghai. Il y a un peu moins de taxes et de charges, mais la masse salariale augmente. Voilà, pour compléter, en fait, il faut considérer la Chine pas comme un marché, mais plusieurs marchés. Donc, considérer la Chine avec ses disparités, ses différences régionales. Et par exemple, si vous situez plus sur la côte Est pour votre implantation, les coûts de la masse salariale seront plus importants que si vous êtes plutôt situé dans le centre, dans les villes de 2e et 3e tiers, pour par exemple des problématiques de production. Il faut savoir que sur des régions centrales, le salaire minimum est de 1000 renminbi par mois, ce qui fait 120, 130 euros par mois, ce qui reste tout à fait raisonnable. Le salaire moyen à Shanghai est de 550, 600 euros par mois. Voilà, alors ensuite, en effet, il va falloir regarder les différents postes. Les postes, bien sûr, le coût de la masse salariale va varier en fonction des compétences managériales, techniciennes. Voilà, donc tout ça va dépendre finalement de la composition de votre bureau local, en fait. Le coût des RH à Hong Kong? Hong Kong est très cher, c'est une économie de service.
Je crois que la mission économique du consulat général a calculé que Hong Kong était environ 40% plus cher que la France. Alors c'est aussi tiré par le haut parce que le logement et l'immobilier en général, les bureaux sont chers. Mais bon, on n'a pas beaucoup d'ouvriers à Hong Kong. Ce sont souvent des cadres expérimentés ou des jeunes super diplômés qui cherchent du travail et qui viennent s'implanter. Donc évidemment, ils représentent un coût de certain. Mais la valeur ajoutée de ce qu'on fait à Hong Kong est plus importante généralement que ce qu'on va faire dans le centre de la Chine. Donc le coût marginal est moins important peut-être. D'accord. Le marché chinois est-il davantage un marché d'implantation qu'un marché d'exportation? Implantation, exportation? Alors, on dit souvent que l'implantation est dans la continuité de... Alors ce que l'on voit aujourd'hui pour ERAI, si vous voulez, nous on accompagne par an, on accompagne une centaine de sociétés par an. L'année dernière, en 2013, c'était 150 sociétés, dont un tiers pour des problématiques d'implantation. Il faut savoir qu'il y a plusieurs années de cela, les entreprises s'implantaient en Chine pour produire et réexporter. Aujourd'hui, la donne a complètement changé. C'est plus du tout ça, en effet. On s'intéresse à la Chine pour son marché intérieur. Et donc aujourd'hui, on voit de nouvelles entreprises, un nouveau type d'entreprise qui arrive sur le marché, donc depuis plusieurs années maintenant, et sur donc des entreprises du secteur agroalimentaire, donc le vin, le chocolat, d'autres produits, les services, les nouvelles technologies de l'information. Donc c'est d'autres types d'entreprises, c'est plus des entreprises, enfin il y en a toujours, mais c'est en nombre moins important sur des entreprises de biens équipements industriels. Voilà, donc c'est un autre type de société et c'est une stratégie de développement sur le marché intérieur qui, je le rappelle, c'est le 4e pays en termes de surface, c'est 20% de la population mondiale et c'est l'équivalent de plusieurs PIB de puissance mondiale sur un seul et même système douanier, sur un même pays continent. Donc c'est vraiment un pays qui sera de toute façon amené à devenir très rapidement la première puissance économique mondiale dans quelques années. Voilà. Isabelle Bailly, on l'a dit tout à l'heure, les entreprises que vous accompagnez dans l'industrie, elles sont là-bas pour s'implanter. Exact. Elles sont là-bas pour s'implanter et pour servir leurs clients localement. Il n'y a pas de réexport vers l'Europe, ou très peu. Ce n'est pas l'objectif premier. C'est le marché local, comme l'a rappelé. C'est comme le marché local, et c'est comme l'a rappelé monsieur, Genoux, c'est la même chose, ça crée de l'emploi en Europe, en France, parce que la R&D reste en France, localisée en France, et même par nous-mêmes, nous nous sommes rendus compte que notre croissance, nous la devons beaucoup à notre développement en Chine. À chaque fois que l'on crée un emploi en Chine, on en crée à peu près 2 en France. D'accord. Le ralentissement chinois est-il inquiétant pour le business? J'aimerais bien avoir votre avis, Frédéric Genoux, sur la question. Vous qui avez connu la Chine avec des taux de croissance à 2 chiffres. Alors, d'une manière générale, je ne sais pas. Est-ce que ça impacte notre activité? La réponse, à mon avis, est oui. C'est-à-dire que dans nos métiers, on se rend compte déjà que le problème de l'assèchement des finances publiques dans les provinces entraîne un ralentissement des investissements et surtout un rallongement des projets. C'est-à-dire que pas mal de projets sont différés. Il y a un ralentissement de l'économie. Expliquez-nous, parce que vos clients travaillent sous forme d'équivalent de PPP. Non, mais il y a une imbrication entre l'État et les provinces et le monde économique en Chine qui est très important. Donc il est évident que si vous avez une situation d'endettement des provinces qui ne s'améliore pas, on va dire, vous allez avoir un impact et vous allez avoir souvent plus de temps pour que les projets sortent. Ça, c'est une réalité qu'à mon avis, pas mal de... Même si ça reste un marché dont la taille est très importante et donc qui est attractif, vous allez forcément, à mon avis, dans beaucoup de domaines, avoir un certain ralentissement des projets du fait de ce surendettement. Il ne faut pas oublier que la Chine, le développement économique de la Chine sur les dernières années s'est fait essentiellement sous l'impulsion d'investissements publics dans le domaine des infrastructures. Et les Chinois ont de très belles infrastructures. Pour ceux qui y vont régulièrement comme nous, chacun a pris le TGV, chacun a roulé sur des autoroutes chinoises, chacun a bénéficié des aéroports chinois. Donc vraiment, ils ont mis le paquet en termes d'infrastructures. On a tous aussi pris des autoroutes qui mènent à pas grand-chose.
finalement. Donc vraiment, ça a été un soutien de l'économie chinoise qui était très importante. Et on atteint, à mon avis, aujourd'hui un endettement des provinces qui va ralentir un petit peu les choses. À mon avis, ça impacte pas mal les chiffres macroéconomiques du pays. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller en Chine, loin de là. Et je voudrais rajouter une chose par rapport à ce que j'ai pu entendre. C'est pas parce qu'on va perdre de l'argent pendant 3 ans, c'est pas parce qu'il y a un coût de départ, un ticket d'entrée qui est significatif qu'il faut avoir peur de s'implanter. Oui. Alors, je ne sais pas ce qui a été compté dans les 200 000 euros pour créer une WOFI, mais nous, on n'a pas payé 200 000 euros d'honoraires pour créer notre WOFI. Hein, donc, d'accord. Ah oui, bon, peut-être que votre licence était chère, mais nous, on a eu un coût complet. On a eu un coût complet de création de notre WOFI, on va dire. On a payé entre 20 et 30 000 euros de frais. Et puis après, évidemment, on a les charges d'exploitation. Mais à mon avis, pour 20 et 30 000 euros pour rémunérer les spécialistes dont vous avez besoin en tout état de cause, que ce soit des avocats, que ce soit des comptables, vous créez votre WOFI à Shanghai, en tout cas. Enfin, en tout cas, vous le faisiez en 2008. Ça va peut-être un peu augmenté. Sylvie Descombes, votre avis sur la question? Oui, je partage tout à fait l'avis de monsieur. Effectivement, il faut l'investissement au départ, il est significatif. Il faut faire attention on parle toujours de la Chine avec une population importante. Donc on y croit beaucoup et on a très très envie d'investir. Il faut malgré tout mesurer l'investissement et vraiment avoir les reins solides. Parce que c'est quand même sur du long terme. Et nous, on avait sous-estimé, par exemple, l'évolution de la masse salariale et des loyers, tout simplement. Donc ça a été une mauvaise surprise. Oui, surprise. Philippe Champemont, comment les entreprises que vous accompagnez sur Shanghai envisagent l'avenir en Chine? Elles sont plutôt sereines, elles sont plutôt inquiètes? Expliquez-nous. Je pense plutôt de manière positive. Il faut faire les choses petit à petit, y aller étape par étape, être bien conseillé et donc bien prendre la mesure du marché et des enjeux en fait, de ce marché. Très bien, non. La croissance ralentit, en tout cas se stabilise. On n'est plus sur ces croissances à 2 chiffres. Mais on peut se poser la question dans le sens inverse. Si on regarde la croissance française, je veux dire, quelle est l'image des investisseurs étrangers? Et quand ils se posent la question, est-ce que je dois venir en France quand il y a une croissance en dessous de 1%? C'est pas pour ça que les investisseurs ne doivent pas venir investir en France. Donc quand vous avez une croissance de 7% en Chine, bien sûr qu'il faut y aller. Bien sûr qu'il faut y aller. Alors, oui. Si je peux me permettre, effectivement, on parle d'un ralentissement ou une stagnation des chiffres, mais la sensation que l'on a à Shanghai, c'est que ça bouge, on va de l'avant, on a des idées, c'est assez simple à les mettre en œuvre. Rien n'est comparable par rapport à la situation en Europe à aujourd'hui. Éric Jean, même à 3%, le dynamisme hongkongais reste le dynamisme hongkongais. Oui, mais je voudrais dire un mot sur la croissance chinoise. Je crois qu'il ne faut pas confondre le développement économique global et l'augmentation du niveau de vie avec la croissance de l'économie. Une croissance de 7000%, ça reste une croissance aujourd'hui qui est fantastiquement élevée. On est peut-être habitué à des chiffres 11, 12, 13%. Il y en a eu encore plus élevés en Asie, ce qu'on appelait les dragons, mais en réalité, 7% dans une économie aujourd'hui, ce sont des chiffres de croissance énormes et qui permettent une augmentation du niveau de vie de la population. Et le marché, il est là aussi. C'est qu'aujourd'hui, puisque effectivement, les entreprises veulent non plus seulement fabriquer pour exporter, ça existe toujours encore, mais on veut aussi conquérir le marché. Et ce marché, il est toujours en train de s'augmenter, de s'élargir, parce que justement, le niveau de vie moyen du Chinois, il augmente constamment. Donc, il ne faut pas s'attacher uniquement aux chiffres de la croissance, il faut voir aussi les modifications structurelles de la population et du pays. Et je rajouterai également, il faut encore considérer le marché comme la Chine et le marché chinois comme plusieurs marchés. On a une croissance moyenne de 7%, mais vous avez dans les villes de 2e et 3e tiers des croissances qui sont à 2 chiffres. Oui. Nous étions reçus par les autorités de la ville de Chongqing et de Chengdu récemment, et ils nous indiquaient des croissances à plus de 15%, 20% parfois. Donc voilà, à prendre avec des baguettes. Et voilà, donc il faut vraiment considérer ces différences régionales. Allez, on me fait signe qu'il reste 3 minutes, donc encore deux dernières questions. On a beaucoup parlé d'implantation. Moi, je voudrais savoir, en tant que chef d'entreprise, quels sont les principaux facteurs de décision que l'on doit prendre en compte dans un projet d'implantation. Frédéric Genoux, peut-être. Première chose, une juste évaluation du marché local.
Il ne faut pas se laisser griser par la statistique en Chine et il faut voir quelle est la réalité commerciale qui est derrière. Ce n'est pas toujours très simple et souvent il faut du temps. En tout cas, on ne peut pas oublier de faire très comme il faut cette étape qui est complètement essentielle. Donc, juste évaluation du marché local. Deuxième chose, bien savoir quels sont ses atouts par rapport à la concurrence locale, puisque vous trouverez une concurrence locale dans à peu près tous les domaines, souvent qui n'a rien à voir en termes de qualité, mais vous aurez de la concurrence locale. Donc il va falloir comprendre quelle appréhension votre clientèle a par rapport à cette concurrence locale, puisque vous aurez de toute façon des très forts écarts en termes de prix. Donc ça, c'est la deuxième chose. Puis après, il faut faire très attention, à mon avis, à ces partenariats. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller seul en Chine. Il faut avoir des partenaires dans le domaine financier, dans le domaine bancaire, dans le domaine juridique, dans tout un tas de domaines avec qui vous vous entendez très bien, puisque quand vous arrivez en Chine, vous ne savez ni lire ni écrire, à peine compter. Et vous avez un système fiscal complètement différent, un système juridique que vous ne connaissez pas, des interlocuteurs où on a une différence culturelle qui est majeure. Donc, quand vous débutez sur le marché chinois, il faut être très bien entouré. Allez, il nous reste 1 minute. Je vais vous demander à tous si vous aviez un conseil à donner aux PME qui nous regardent aujourd'hui et qui se disent moi, la Chine, c'est pour moi aussi. Quel serait-il? Philippe Champemont. Un conseil. Allez, vous avez 10 secondes. Être présent, venir sur place, aller voir. Ne pas rester sur les préjugés véhiculés par tout type de médias. Il faut aller voir. Et vous ferez votre propre idée sur place. Voilà. Allez sur place. Isabelle Bailly. Travailler son guangxi, c'est-à-dire sa relation. Eh oui, le réseau. Le réseau. Travailler le réseau. Travailler le réseau. Eric Jean-Thomas. Il faut avoir un bon business plan. C'est un peu ça. Il faut aller voir d'abord, bien se préparer, connaître la concurrence, voir son produit, comment il va être perçu, comment on peut le vendre. Beaucoup de préparation. Aller voir son avocat. Bien sûr. Sylvie Descombes. Alors, je pourrais parler de l'implication de la direction de la société quand on veut s'implanter en Chine. Ouais, c'est un projet d'entreprise. C'est un projet, c'est une aventure économique, mais également humaine. Frédéric Genoux, le mot de la fin. Il faut aller en Chine avec des Chinois. Alors, on a un exemple très local qui est une très belle réussite. On a embauché pour nous aider à aller en Chine un jeune ingénieur chinois formé à l'INSA de Lyon, qui maintenant est chez nous depuis 2009. C'est une belle réussite. Nos écoles françaises forment de très bons ingénieurs étrangers. Et finalement, c'est quelqu'un qui est maintenant un pilier de notre filiale à Shanghai. Et c'est un bel exemple de collaboration. Je crois qu'il y a plus de 3500 étudiants chinois uniquement dans la région Rhône-Alpes. Donc faites votre choix. Voilà, combien? 7000. 7000. Bon, donc voilà, il y a du potentiel. Écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé à cette émission sur la Chine. J'espère qu'il y aura eu beaucoup d'enseignements et que les gens auront appris beaucoup de choses. Merci à tous.